Il fut un temps où l'une des plus grandes peurs des Américains était de recevoir une bombe nucléaire de la part des Russes. Cette période, on l'appelle évidemment la guerre froide. La guerre froide, étant une situation de tension entre les pays, permit la popularité de beaucoup de personnages dans le milieu de l'espionnage. Le plus grand d'entre eux, le plus célèbre, est évidemment Monsieur James Bond. James Bond connut un succès colossal au cinéma qu'on appelait la Bondmania. Et évidemment, la télé a suivi avec ses personnages. On peut entre autres citer par exemple la série Deux agents très spéciaux, et si je la cite, c'est pas pour rien, c'est parce que Monsieur Ian Fleming, l'auteur de James Bond, a soufflé quelques petites idées dans la série, et parmi les autres séries, il y avait un certain Mission Impossible. Mission Impossible est la création d'un certain Bruce Geller. Alors Bruce Geller, il avait déjà fait des séries télé, comme par exemple Rawhide. Rawhide, c'est donc la série qui n'a pas révélé Clint Eastwood, mais qui avait ce Clint Eastwood plus jeune en lui. Il a aussi fait par exemple la série Manix, qui n'a pas révélé l'utilisation d'ustensiles en plastique non plus. Voilà. Bruce Geller créa donc Mission Impossible, une série absolument culte de la fin des années 60 et des années 70. Et j'aimerais vous dire un petit détail si vous ne connaissez pas cette série, sachez qu'elle est encore tout à fait regardable de nos jours, de par sa construction, de par son suspense, ça fonctionne toujours très très bien, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui, on va pénétrer un petit peu dans l'univers de Mission Impossible, et on va aller beaucoup plus loin dans des prochaines vidéos. Restez connectés, abonnez-vous, likez, vous savez. Donc l'idée de Bruce Geller était en effet de faire une série d'espionnage, mais contrairement à James Bond qui est tout seul pour tout régler, cette fois-ci faire une équipe qui travaillerait main dans la main et qui se compléterait les uns aux autres pour dénouer les soucis du quotidien des espions américains. La série à la base avait comme nom Brig Squad et elle a été très inspirée par un film qui s'appelle Topkapi, réalisé par Jules Dassin en 1964. Retenez cette information, non pas pour cette vidéo, mais pour une prochaine vidéo où on va parler de Mission Impossible. Prenez des notes, vous verrez. Composé de 7 saisons, 161 épisodes de 48 minutes environ, de 1966 à 1971, Mission Impossible est la série du genre espionnage qui a duré le plus longtemps à l'époque et celle qui a le plus marqué les spectateurs. C'est abusé le nombre de stéréotypes qui sont restés de cette série. Évidemment, la bande qui s'autodétruit, ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Évidemment, le « Good morning, Mr. Phelps », donc « Bonjour, Jim ». Le « Bonne chance, Jim » à la fin. Cette mission, si vous décidez de l'accepter. Ou encore, si vous ou l'un de vos collaborateurs était prêt ou tué, l'agence n'irait avoir toute connaissance de vos agissements. Et si, en plus, on part dans le reste, les masques, les tours de passe-passe et compagnie, Mission Impossible, c'est une série culte à l'époque, et comme je vous ai dit avant, tout à fait regardable aujourd'hui. Mais que serait Mission Impossible sans sa super musique composée par l'Argentin Lalo Schifrin? Une musique tellement culte qu'en fait, on ne sait plus trop si c'est la série en tant que telle qui a rendu populaire la musique, ou la musique qui était tellement forte qu'elle a aidé à populariser la série. En réalité, évidemment, les deux vont main dans la main. La série est indissociable de ce super thème musical qui, en plus, maintenant subsiste à travers différentes versions, entre autres grâce au cinéma. Lalo Schifrin expliquait qu'en fait, composer une musique pour la série, pour une série télé, c'est différent que composer une musique pour un film. Ainsi, pour une série télé, il disait que c'était comme un télégramme, alors que pour un film, c'est comme une lettre, ça peut prendre plus de temps. Pour une série télé, il faut que ce soit plus direct, il faut que ce soit tout de suite plus impactant. Mission Impossible est une série d'époque, ce qui veut dire qu'elle ne correspond pas au schéma des séries d'aujourd'hui. C'était une série où chaque épisode est un stand-alone, on va revenir là-dessus parce que ça le rapproche de James Bond aussi. Le générique de Mission Impossible, on commence avec cette main qui allume une mèche, cette mèche qui défile, et pendant ce temps, on voit les images de l'épisode en question qu'on va voir avec la musique de Lalo Schifrin. Voilà, caractéristique de l'épisode, encore un truc culte de la série qui est resté. Et moi je me suis toujours demandé, ok, t'allumes la mèche, mais pourquoi? Il y a une bombe à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il doit y avoir une espèce de bombe quand le titre apparaît, mais j'ai jamais totalement compris. Chaque épisode commence toujours par monsieur le chef de l'équipe, Jim Phelps, on va dire, même si, attention, le personnage n'était pas là lors de la première saison, mais on reviendra là-dessus un peu après, donc qui arrive et qui écoute sa mission, parfois sur une bande, parfois sur un disque, et oui, c'est pas toujours la bande, là aussi je reviendrai, donc qui écoute sa mission, et on lui dit tout ce qu'il doit faire. Ensuite, nous avons le moment où monsieur Jim Phelps est chez lui et réunit ses agents pour la mission. Évidemment, il prend toujours les mêmes, parce que c'est ceux qui étaient sous contrat avec la série, les acteurs, et il se permet d'inviter un guest star dans certains épisodes, donc une personne extérieure avec des qualités extérieures pour venir compléter l'équipe. Parce qu'évidemment, chaque membre de l'équipe a sa spécialité, et en complément de son équipe, il fait venir un spécialiste, et comme ça, ils peuvent jouer leur tour de passe-passe suprême. Pour la petite histoire, ce passage où Jim Phelps choisit les participants, les agents qu'il va sélectionner,
ce sera perdu peu à peu au fur des saisons, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le plus intéressant, on aurait pu l'enlever, mais ça reste une part de la série. Ensuite, nous avons toujours une petite scène où on est normalement chez Jim Phelps, où les agents discutent un petit peu, ils nous donnent 2-3 clés de ce qui va se passer, de ce qu'ils vont faire, de quel tour de passe-passe, etc. Sans jamais trop en révéler pour que le reste de l'épisode soit ennuyant. Juste ce qu'il faut, et ça passe. Et ensuite, on a la mission en elle-même qui se déroule en suivant un plan, généralement un plan qui est très bien fait, très bien ficelé, et qui fonctionne, j'ai envie de dire, sans accroc, pour citer une autre série culte. Précisons quand même que ces scènes d'intro où le chef de l'équipe va chercher donc sa mission voit parfois des plans repris. Je m'explique, si vous regardez plusieurs épisodes, vous verrez que par exemple à un moment donné, il va chercher sa bande à un endroit, et je sais pas, on le voit arriver, se garer avec sa voiture, prendre la bande et tout, et parfois on reprend tous ces plans, et en fait comme c'est une bande, on change juste la voix qui parle, et les photos, parce qu'il y a aussi des photos qui sortent peu à peu pour suivre, ce monsieur s'appelle machin truc bidule, et donc parfois on a juste changé, je pense, la main, qui tenait la photo avec le texte, ce qui permettait de tourner ces scènes séparément. Je vous ai dit qu'il y avait des guest stars, des personnes externes au casting de base. Il faut savoir qu'à la base, le personnage interprété par Martin Landau, donc Rolling Hand, à la base était une guest star pour le premier épisode, pour l'épisode pilote, mais il a tellement plu qu'en fait, ils l'ont gardé. Et pendant toute la première saison, il est indiqué comme étant un guest. Au début, je me disais, il doit y avoir un truc avec un contrat, mais en fait, c'était juste que c'était pas prévu. Et dès la saison 2, il est considéré comme étant faisant partie du casting complet. Les méthodes utilisées par les agents américains dans la série Mission Impossible sont toujours très fun, je trouve, parce qu'évidemment, ça se résout très peu sur des gunfights, des scènes d'action et tout ça, pour une question de budget et de violence à la télé, évidemment. Et en fait, tout est une question de tour de passe-passe. On se rend compte assez rapidement que les agents de cette série ont très peu de limites, que ce soit budgétaire ou même dans les idées, où ils vont aller jusqu'à recréer des sous-marins, recréer un train, ça c'est dans la première saison. Ils prennent un type qui fait du cinéma, pour faire croire à un type qu'il est dans un train en train de voyager je sais pas où, alors qu'en fait il est juste dans une salle fermée, etc. etc. D'ailleurs l'épisode n'est pas hyper crédible, parce que l'incrustation avec un projecteur du décor derrière, voilà, il faut y croire, mais ça c'est un truc qui se fera souvent dans la série. Faire croire aux gens qu'il y a des situations, des tours de passe-passe, aucune limite budgétaire, aucune limite de gadget, aucune limite à rien du tout. Petite précision sur l'application du plan que je vous ai dit un peu avant était scolaire, le plan était bien appliqué et tout ça. Il y a des épisodes où en effet on a une espèce de faux suspense, où je sais pas, on nous fait découvrir un cadavre et on fait « Oh, suspense !» alors qu'on sait clairement que ça fait partie du plan qu'ils sont en train d'organiser. Mais il y a quand même plusieurs épisodes où la situation se passe pas tout à fait comme prévu et ils doivent se rattraper. Et ça, personnellement, ce sont les épisodes que je préfère. Un des trucs que j'adore dans la série, c'est que c'est une série qui n'a pas peur de faire des trucs de vrais espions. Je veux dire, ils ont la mission d'aller dans tel pays pour que celui-ci soit plus au pouvoir et que ce soit un autre qui prenne le pouvoir parce que ça arrange plus les Américains. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est une vieille astuce pour éviter de vexer les gens, c'est qu'ils ont inventé des pays. Ils ont inventé des pays et des personnages pour que ça n'existe pas. Évidemment, on voit des références, pays de l'Est, etc., etc. Mais on a ce principe de créer des pays fictifs. Par la suite, avec les années, l'Amérique voulant aussi se redorer un petit peu le blason, que de faire des séries où ils sont en train de manipuler l'univers, ils ont préféré revenir sur le sol américain, gérer des gangsters, des trucs et des machins, dont d'ailleurs des gangsters qui font partie d'un tout qu'on appelle le syndicat. Tout ceci arrivera à partir de la saison 5, donc les 3 dernières saisons. Une des caractéristiques de la série, c'est que les personnages sont assez peu développés en tant que tels. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont une fonction. Les agents sont là, ils ont une caractéristique. On va pas passer du temps à nous parler de leur jeunesse, de leur drame, blablabla. Non, ils sont là, ils exécutent la mission, tac, 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 c'est carré, c'est cool, c'est génial, et voilà. Alors évidemment, on va développer certains trucs, comme le personnage de Cinnamon avec le personnage de Rolling Hand. Oui, Rolling Hand, c'est le personnage, c'est Martin Landau, l'acteur. On va faire croire qu'il y a une petite relation, mais ça c'est parce que dans la vie courante, ils étaient mariés femmes aussi, ça aide. Pour la petite histoire, quand ils quitteront la série, on les retrouvera dans une autre série qui s'appelle Cosmos 1999. Donc voilà, c'est une petite parenthèse fermée. Donc les personnages assez peu développés, ce qui donne justement un aspect serial à la série, ce qui peut paraître logique d'ailleurs, serial à la série, et ce qui le rapproche évidemment de James Bond, qui faisait ses missions presque indépendantes les unes des autres. Précisons aussi que le schéma classique de l'épisode que je vous ai cité précédemment ne s'applique pas à tous les épisodes à 100%, il y en a quelques-uns qui sortent de ce schéma, mais évidemment ils ne sont pas la norme. Avec ce que je vous ai dit sur le développement des personnages, vous comprenez donc que les personnages sont interchangeables, parce que ce sont une fonction, un spécialiste en mécanique, etc., etc. Ce qui fait que le casting de la série va beaucoup évoluer au fil du temps, en fonction des contrats, de l'argent, des trucs et des machins, évidemment, mais c'est aussi ce qui permet à la série, finalement, de continuer et d'évoluer sans trop de soucis. On revient sur les personnages tout de suite après. Quelques petites statistiques.
La série contient 171 épisodes, et seuls 125 épisodes contiennent la fameuse bande magnétique, celle qui s'auto-détruit. 25 épisodes de la série ne contiennent pas la bande magnétique, parfois c'est un disque, ou comme je vous ai dit, parfois ça peut être aussi quelque chose qui sort du schéma classique, mais quelque chose qui peut choquer parfois les gens qui ne connaissent pas vraiment la série, mais juste le stéréotype. Le fameux « ce message s'auto-détruira dans 5 secondes » qui a été parodié par tout le monde, même l'inspecteur Gadget, et bien parfois il n'a pas lieu. Parfois on dit à l'agent « merci de détruire la bande de manière conventionnelle », donc il va le prendre, il va la détruire lui-même, la jetant dans le feu ou autre variante. En 1973, et après 7 saisons, la série s'arrête. C'est la vie, c'est comme ça, le succès commence à être en berne à cause de certains acteurs qui sont partis, le fait de faire que l'émission se passe aux États-Unis, etc., etc., la série commence à être moins populaire, et les meilleures choses ont une fin. En 1988, Bruce Geller relance la série, avec une série qui est connue chez nous sous le nom de Mission Impossible 20 ans après, dans lequel Peter Graves reprend son personnage de Jim Phelps. Cette série, hélas, ne durera que 2 saisons, pour la simple et bonne raison que la plupart des épisodes sont considérés comme des remakes de la série d'origine, où on reprend les concepts, par exemple le coup du sous-marin, ça va être refait dans cette série, et les gens diront que c'est refait, mais en moins bien, le charme en moins, etc., etc. Donc la série n'est pas celle qui est le plus dans le cœur des fans. Voilà. Il n'empêche qu'elle a existé. Les personnages et donc le casting original. Nous avions le personnage de Daniel Briggs, donc Dan Briggs, le chef de l'équipe qui était interprété par Stephen Hill. Nous avions la femme fatale Cinnamon Carter, interprétée par Barbara Bain. Nous avions Greg Morris dans le rôle de Barney Collier, donc à savoir que c'est le personnage qui s'occupe de tout ce qui est électronique et mécanique. Nous avions Peter Lupus dans le rôle de Willie Armitage, l'homme fort, l'homme muscle de l'équipe. Et comme invité, nous avions Martin Landau dans le rôle de Running Hand, l'acteur, l'homme aux 1000 visages. Pour la saison 2, Stephen Hill a donc quitté la série pour être remplacé par Peter Graves, qui deviendra le célèbre Jim Phelps. Ceci crée donc l'équipe de base de Mission Impossible que nous aurons pendant 3 saisons, jusqu'à la saison numéro 4. 4e saison, Barbara Bain et Martin Landau quittent la série pour une question d'argent, ils auraient espéré avoir une augmentation de salaire, et nous avons Leonard Nimoy qui arrive avec le personnage de Paris. Au niveau de la présence féminine, il n'y aura pas un personnage récurrent, vu la difficulté qu'il y avait à remplacer Barbara Bain, jusqu'à l'arrivée de l'actrice Leslie Ann Warren dans le rôle de Dana Lambert. Sam Elliott dans le rôle du docteur Doug Robert arrivera dans la saison 5 pour remplacer donc Willie Armitage, mais celui-ci avait la popularité pour lui, ce qui fait que son personnage ne restera pas longtemps. Ce qui fait que finalement le personnage n'a paru que pendant quelques épisodes. Pour la petite histoire, le docteur Doug Robert est le seul personnage qui a réussi à tenir tête à Jim Phelps lors d'une fameuse scène où celui-ci refusera de suivre, on va dire, un ordre direct pour imposer son point de vue. La 6e saison voit le départ du personnage féminin encore une fois, ainsi que celui de Leonard Nimoy, cette fois-ci remplacer les deux uniquement par une femme, le personnage de Lisa Kazay, interprétée par Linda Day George. C'est donc avec ce casting et cette équipe-là que la série s'arrêta, au bout de 171 épisodes. Pour la série de 1988, Peter Graves reprit le rôle de Jim Phelps. Il fut accompagné de Tony Hamilton dans le rôle de Mark Hall, à savoir donc l'homme fort du groupe, celui qui utilise les armes. Nous avons Phil Morris, qui interprète donc le personnage de Grant Collier, qui, pour la petite histoire, l'acteur Phil Morris est en effet le fils de celui qui interprétait Barney dans la série originale, et le personnage est lui-même le fils. D'ailleurs, le personnage de Barney de la série originale fait une apparition dans cette série. Nous avons l'acteur Tao Penglis, qui interprète Nicholas Blake qui est donc l'acteur de cette nouvelle équipe, et nous avions l'actrice Terry Markwell, qui était donc le personnage de Cassie Randall, la femme fatale de cette série, de cette équipe-là. Pour la petite histoire, à la base, des acteurs avaient signé pour 12 épisodes. Terry Markwell était assez déçu du temps à l'écran de son personnage et décida donc de quitter la série après 12 épisodes. Elle fut remplacée par l'actrice Jane Badler dans le rôle de Shannon Reed, qui reprend l'idée du personnage. Et c'est avec cette équipe-ci et le casting que la série Mission Impossible disparaîtra totalement des écrans, en tout cas jusqu'à nos jours. Alors maintenant qu'on a parlé des séries télé, on va parler de certains produits dérivés. On va parler des jeux vidéo, par exemple, avec Mission Impossible sur NES. Je sais pas si c'est très net. Donc justement tiré de la série Mission Impossible 20 ans après, donc autant vous dire que j'ai le jeu et que j'y ai joué et que c'est un jeu hyper difficile. Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile comme jeu. Surtout quand vous jouez quand vous êtes gamin, croyez-moi, au début vous comprenez rien du tout.
faut vraiment rentrer dans le concept, etc. En plus, c'est en anglais, mais en fait, c'est un jeu qui est très intelligent, qui demande de... En fait, c'est un puzzle. Chaque niveau est un puzzle. Il faut aller à certains endroits pour désactiver des pièges, pour revenir dans l'autre, pour obtenir un pass, pour faire ci, pour faire ça, blablabla. C'est hyper compliqué. Je suis personnellement arrivé jusqu'au niveau 3. Au niveau 3, c'est encore plus compliqué. Vous laissez tomber, c'est un truc de malade. C'est un jeu qui est vu du dessus, hein, donc une vue zénithale, vue du dessous. Au début, on trouve que c'est pas très beau, après, on s'y fait. C'est un jeu qui demande vraiment de se creuser les méninges, et peut-être même un petit peu plus que simplement se creuser les méninges, parce que même avec les informations qu'on a dans le jeu, on n'a peut-être pas toutes les réponses. Je me demande encore comment j'ai fait pour réussir à finir le premier niveau quand j'étais gamin et arriver jusqu'à la fin du deuxième niveau. C'est dire l'acharnement quand on est gamin, quand on piche que dalle à force de jouer. Je vous le dis. Je l'avais aussi, Mission Impossible était sortie sur N64 et sur PlayStation numéro 1. Moi j'avais la version PlayStation numéro 1 qui paraît-il légèrement améliorée par rapport à la version N64, donc Nintendo 64, qui reprend donc l'intrigue du film Mission Impossible avec Tom Cruise, donc celui de Brian De Palma, avec une intro qui se passe en Russie, je crois, puis une fin aussi, inédite, mais qui reprend principalement l'histoire. Un peu comme le jeu sur NES, c'est un jeu qui va demander une espèce de réflexion, de comprendre certaines choses, même si j'avoue que quand j'étais gamin, je ne comprenais pas la logique des choses à faire. Il semblait que sans avoir une soluce, c'était difficile. Peu à peu, le jeu devenait beaucoup plus un jeu d'action. Il laissait de côté un peu l'aspect tactique, l'aspect je dois récupérer un truc et l'amener là-bas, etc., etc. Honnêtement, au début c'est un peu compliqué, mais quand on rentre dans le jeu et tout, peut-être justement, moi je me souviens que je l'avais fait en partie avec une soluce à l'époque, il devenait, je trouve, finalement plutôt fun, et j'ai passé un bon moment sur le jeu, même si j'ai pas réussi à le finir parce qu'il était difficile. Sur PlayStation 2 était sorti un qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Mission Impossible Opération Souma. Jamais joué, donc je ne peux pas vous en dire. Il y a eu aussi une version Game Boy, donc plutôt proche, semble-t-il, de la version N64 et de la version PlayStation. Proche dans l'idée, je pense, adapté du film, etc. Mais n'y ayant pas joué, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a eu aussi un board game, donc un jeu de plateau, Mission Impossible. Alors, j'ai trouvé des images, je ne sais pas si les deux images que j'ai sont une nouvelle et une ancienne présentation du jeu, mais qu'en fait c'est le même jeu. Mais en tout cas, Mission Impossible a aussi été portée à ce niveau-là. Bref, Mission Impossible, c'est avant tout une série culte, une série qui a marqué les esprits. Plein de références à Mission Impossible, partout, la mèche, le truc, le machin. Mission Impossible, c'est de la bombe atomique. Je vous recommande très fortement cette série, surtout si vous n'avez vu que les films. Donnez-lui sa chance, vous verrez, elle est vraiment, vraiment très bien. Et vous en faites pas, on attaque les films tout prochainement. Likez, commentez, partagez, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao.